Le RERB, c'est vraiment l'une des artères vitales de l'Île-de-France, on ne peut pas le nier. C'est cette ligne qui traverse toute la région du nord au sud, qui connecte les aéroports, les banlieues, au cœur de Paris. Sauf qu'aujourd'hui, cette ligne, elle est à bout de souffle. Elle est sous une pression absolument immense et elle est au centre d'une crise qui, il faut le dire, met la patience de tout le monde à rude épreuve. 1 million, c'est un chiffre qui donne le vertige, hein. C'est le nombre de voyageurs qui, chaque jour, comptent sur le RERB. C'est tout simplement la deuxième ligne ferroviaire la plus fréquentée de toute l'Europe. Alors forcément, le moindre retard, la moindre panne, une rame un peu trop bondée, ça a un impact direct sur la vie d'1 million de personnes. L'enjeu, il est juste colossal. Et forcément, la tension est palpable. Écoutez bien cette phrase, elle vient de Valérie Pécresse. C'est un scandale vivant. Ce contrat n'a pas été respecté par Alstom. C'est sans détour, ça résume parfaitement la frustration des autorités. Parce qu'au cœur du problème, qu'est-ce qu'on a? Un contrat à plusieurs milliards d'euros et une promesse qui tarde, encore et toujours, à se concrétiser. Cette fameuse promesse, la solution miracle, c'était lui, le MI20, le train de nouvelle génération à 2 étages, plus grand, plus confortable. Bref, tout ce qu'il faut pour remplacer un matériel qui a, tenez-vous bien, plus de 40 ans. Mais voilà, cette solution miracle, elle s'éloigne. Et l'attente, elle, est en train de se transformer en un véritable feuilleton industriel à rebondissement. Alors, la question que tout le monde se pose, comment on en est arrivé là? Pour comprendre, il faut vraiment essayer de démêler le vrai du faux, de remonter la chaîne des responsabilités. On va plonger ensemble dans les coulisses d'un des plus gros et des plus compliqués contrats ferroviaires de ces dernières années. Au départ, le calendrier semblait clair. Les premiers trains, c'était pour 2025. Sauf que ça a commencé à glisser. D'abord, on a parlé de 2027, puis un rapport d'experts a carrément lâché la date de 2029. Imaginez la douche froide. Face à cette dérive, un plan d'urgence a été mis en place pour viser fin 2028. Mais chaque report, c'est des années d'inconfort en plus pour les voyageurs. Oui, que s'est-il passé? Comment un projet à 2,5 milliards d'euros peut-il déraper à ce point? Parce qu'il faut se souvenir que cet argent, il vient à 100% d'Île-de-France Mobilité. L'investissement devait garantir que tout aille vite, mais visiblement, la réalité industrielle en a décidé autrement. Alors, pour comprendre ce qui coince, il faut voir qu'on a une sorte de tempête parfaite. D'abord, le défi technique. On ne parle pas de moderniser un train existant, non. On parle de concevoir de A à Z, à partir d'une page blanche, un tout nouveau train à 2 étages pour remplacer des modèles qui ont presque 50 ans. C'est un projet gigantesque en soi. Et puis, par-dessus ça, il y a une situation économique complètement folle. Alstom, qui avait perdu l'appel d'offres, a racheté son concurrent Bombardier, qui lui l'avait gagné. Résultat, Alstom s'est retrouvé forcé de travailler avec le partenaire de Bombardier, l'espagnol CAF. C'est ce qu'on appelle un consortium imposé. Et forcément, cette collaboration forcée, ça a créé des tensions, des cafouillages dans la planification, et ça a mis des bâtons dans les roues de tout le projet dès le départ. Et ce retard sur les nouveaux trains, ça a provoqué un véritable effet domino. Ce n'est pas juste une question de patience, non, la conséquence est très concrète, très directe. Ce retard a tout simplement fait capoter un autre projet qui était absolument crucial, la rénovation des anciens trains. L'idée de départ, c'était de faire patienter les voyageurs en attendant le MI20. Comment? En rénovant à fond 31 des anciennes rames, les Mi-84. Le plan était simple, plus de place, la clim, des caméras, le grand jeu. Mais là encore, patatras. Les retards se sont accumulés, on a même découvert de l'amiante. Bref, le projet est devenu un tel fiasco que le contrat a été purement et simplement résilié en mai 2023. C'est un échec total. Alors au final, le bilan est vraiment sans appel. Sur les 31 rames qui devaient être sauvées, seules 10 ont été complètement rénovées comme promis. Pour les 15 autres, on se contentera d'une rénovation légère. En clair, ça veut dire qu'elles n'auront pas les grosses améliorations de confort qu'on attendait tous. Et la conséquence de tout ça pour les voyageurs, elle est immédiate. Elle est brutale. Ça veut dire pas de climatisation réfrigérée en plein été. On sait tous ce que ça donne, les malaises pendant les canicules dans des rames pleines à craquer. Ça veut aussi dire pas de caméras de surveillance moderne pour la sécurité. C'est un vrai coup dur pour le confort, mais aussi pour la capacité. Parce que la fréquentation, elle ne baisse pas. Au contraire. Et le manque de trains plus grand, ça se sent tous les jours, à chaque heure de pointe. Bon, face à tous ces problèmes industriels, on pourrait se dire que la situation est désespérée. Et pourtant, sur le terrain, loin des bureaux d'études et des contrats qui patinent, les équipes de la RATP et de la SNCF, elles, s'organisent. Et elles obtiennent des résultats pour maintenir la ligne à flot. C'est là que l'histoire change un peu de ton. On va voir maintenant les efforts qui sont faits au quotidien pour améliorer les choses en attendant les nouveaux trains. Et la preuve que ces efforts paient, la voici.
Regardez ces chiffres de ponctualité. Malgré des trains vieillissants, malgré toutes les difficultés qu'on vient de voir, la ponctualité du RER B, elle s'améliore. On est passé à 85,1% en 2023 avec un objectif de frôler les 90% en 2025. Ça, c'est le résultat direct d'une mobilisation de tous les instants pour essayer de compenser les faiblesses du matériel. Alors, comment c'est possible? Le secret, en un mot, c'est la collaboration. Depuis 2013, la RATP et la SNCF ont une direction unique pour la ligne. Ils travaillent main dans la main. Et ça a tout changé. Ça a permis de s'attaquer au point noir historique que tout le monde connaît, le fameux tunnel de Châtelet, partagé avec le RER D. Grâce à de nouveaux outils numériques, on gère les incidents beaucoup plus vite. Et en parallèle, il y a eu de gros investissements pour moderniser les ateliers de maintenance, que ce soit à Massy-Palaiseau ou à Mitry. Ces ateliers, ce sont un peu les hôpitaux des trains, et ils sont maintenant mieux équipés pour faire durer le matériel actuel et le garder fiable. La stratégie est donc très claire. Il s'agit de faire tourner ces trains de 40 ans le mieux possible, de manière sûre et fiable, jusqu'à l'arrivée des nouveaux. C'est un défi de tous les jours pour les équipes sur le terrain, qui font des miracles au quotidien en attendant une relève qui se fait vraiment, vraiment désirer. Ok, donc face à l'urgence de la situation, Île-de-France Mobilités a tapé du poing sur la table. Ils ont exigé un plan d'action pour enfin remettre ce projet MI20 sur les rails. L'idée, c'est de donner une perspective claire aux millions de voyageurs qui attendent. Ce plan d'urgence, c'est un calendrier hyper strict avec 2 étapes absolument critiques pour tenir l'objectif de fin 2028. D'abord, étape 1, c'est le grand test industriel. Il faut que la toute première rame assemblée soit prête pour les essais en avril 2026, pas un jour de plus. Ensuite, étape 2, 2 ans de tests intensifs sur les voies pour valider et homologuer le train. Si et seulement si ces 2 jalons sont tenus, alors les premiers voyageurs pourront monter à bord fin 2028. Après, le remplacement des 146 trains se fera petit à petit et ça s'étalera au-delà de 2030. Et pour tenir le coup pendant cette attente, il faut se projeter un peu. Parce que oui, l'attente en vaudra la peine. Le changement sera radical. On va passer de rames qui datent des années 70, sans clim, toujours pleines, à des trains flambant neufs, à 2 étages, donc avec 20 à 30% de place en plus, climatisés, avec de la vidéosurveillance moderne. Bref, le confort et la fiabilité, ça va juste changer le quotidien de tout le monde. Évidemment, une affaire comme celle-ci, ça laisse des traces. Il ne faut pas oublier qu'Alstom est aussi sur le coup pour construire les futurs trains des RER D et E. Alors forcément, la gestion de ce dossier MI20, elle va être scrutée à la loupe. Et ça pourrait bien peser lourd dans la balance pour les prochains gros contrats de la région. Au final, au-delà du RER B, cette longue attente pose une question beaucoup plus large. Comment, à l'avenir, peut-on mieux anticiper ces imbroglios industriels, ces rachats d'entreprises, ces défis techniques sur des projets aussi gigantesques? C'est peut-être ça la vraie leçon à tirer de toute cette histoire. Pour que le futur des transports en commun s'écrive avec un peu moins de retard et un peu plus de certitude pour tout le monde.